Pierre Mailloux, comment vas-tu? Oui, bonjour Yves. Je vais très bien. Je te branche sur deux sujets qui ont retenu ton attention, entre autres une déclaration disant, bon, il s'agit sans aucun doute de maladresses qui ne sont pas empreintes de mauvaises intentions. On a tous commis des maladresses. Le dossier est clos pour moi, c'est tout. Je parle donc de Jean Baillargeon, et c'est ce dont tu voulais me parler, mon cher Pierre, de maladresse avec un enfant ou une petite fille. Qu'est-ce qu'une maladresse? Aucune espèce d'idée. C'est ça qui est interpellant, qui m'a interpellé dans cet article-là venant d'un avocat qui dit « J'ai eu des maladresses avec une jeune fille, ou une fille, ou... » Alors... J'ai aucune idée, à titre de psychiatre qui connaît le comportement humain, d'expert du comportement humain, je dois te dire que ce genre de confession sur la place publique me laisse pantois, c'est-à-dire dans le vide. Alors, tant qu'à ne rien dire, il aurait été mieux de ne rien dire. C'est quoi cette affaire-là? Une maladresse avec une jeune fille ou une adolescente? C'est quoi un comportement? Tu sais, ça rime à rien. Je trouve ça très particulier. Et ce qui arrive, c'est que le journaliste Nicolas Lachance, écrit par de grands gestes, je cite, par de grands gestes et en bougeant constamment sur sa chaise, voilà. L'homme a mimé et détaillé les moindres événements du passé qu'il avait aussi racontés aux policiers. Peut-on me dire de quoi on parle? Je ramène... Qu'est-ce qui a mimé le journaliste? Tu sais, c'est le genre d'article vide, creux. Mais pour qui nous prend-on? Il y a quelques failles là-dedans. Je rajoute aussi la partie où M. Baillargeon, maître Baillargeon, dit « Marie-Renée, bon, ne montre pas toujours son jeu, mais... » C'est une petite fille qui est extrêmement fragile et il faut mettre ça en majuscule et le souligner et l'encadrer. Mais si quelqu'un est fragile, il est en proie de l'innocence, donc. C'est très particulier, d'ailleurs. Soyons prudents, là, parce que c'est Marie-Renée Baillargeon qui a comparu sur la place publique à maintes reprises, que j'ai eu l'occasion d'entendre de mes oreilles. Exact. Son père, Jean Baillargeon, mais c'est l'avocat chez qui elle avait été confiée qui a confessé des maladresses. Voilà. Et je crois, sauf erreur, que le père a reconnu lui aussi des maladresses. Mais c'est drôle. C'est vraiment bizarre, cette histoire-là. Parce que là, l'avocat, d'après ma compréhension, l'avocat présumé fautif, ou qu'on voudrait, l'avocat présumé agresseur, a comme, Yves, insinué qu'il avait partagé certains propos avec le père de la jeune fille, et le père de la jeune fille l'aurait absous. Oui. C'est vraiment... C'est très particulier. Mais bottom line... Et attends, tu peux sûrement écouter pas d'agression, les informations que j'ai dans cette histoire, de maladresse, bon, et le père de la jeune fille de reprendre, effectivement, on a tous commis des maladresses. Moi aussi, peut-être d'autres natures. Ouais. Hey, veux-tu bien me dire, bateau, de quoi on parle, Yves? C'est très flou aussi. Quand j'ai lu l'article, d'abord, c'est difficile de se situer, prime abord, qu'il s'agit bien du père de Marie-Renée Baillargeon, et non pas de l'avocat qui sort sur la place publique, là. Il y a peut-être une confusion. Dans l'article paru dans le Journal de Montréal, c'est plus clair. Oui. Les rôles sont maintenant le contenu et à quoi on réfère. Alors, le père de cette femme-là affirme lui aussi avoir commis des maladresses, mais d'une autre nature. C'est ça. Écoute, on est dans les limbes les plus obscurs. Et ça, ça laisse à quelque part, je sais pas, un brin à
peut-être tendre vers le fait, parce que faut pas oublier qu'au bout de l'histoire, Pierre, il y a 3 procureurs, semble-t-il, qui se sont consultés et qui ont décidé de ne pas porter d'accusation. C'est ce que le ministre a dit, là. Oui. Alors, si on est dans les limbes, on nous a rapporté quoi? Quelle est la validité de ce qui a été rapporté? C'est pas beau, tout ça. Ça m'apparaît à première vue un exercice de manipulation. Mm-hmm. Écoute, il y a de la manipulation là-dedans. Maintenant, lequel manipule? Exact. Alors, moi, en tant qu'expert du comportement humain, je suis obligé de dire, Yves, écoute, il y a quelqu'un qui manipule là-dedans, outrancièrement. Maintenant, qui? Aucune idée. Ce que Maître Bellemare s'est affirmé, lui aussi, on l'a bel et bien entendu dire, il y a eu agression, on doit avoir jugement, on doit porter en cours, on doit avancer, on doit procéder. Par contre, en tant que société, dans notre organigramme, faut toujours bien se fier et dire que nous avons des gens compétents, que du revers de la main, il y a une incompétence. Mais si un ministre me dit qu'il a consulté non pas une tête, mais 3 têtes, qui ont regardé le dossier et qui ont adjugé ne pas tenir bon portée d'accusation, je comprends là, que l'erreur est humaine, mais là, il y a beaucoup d'individus dûment reconnus, compétents, qui en viennent aux mêmes conclusions. Ah, c'est pas évident, parce que probablement, écoute, ça va être la parole de l'un contre la parole de l'autre, à moins qu'il y ait eu des témoins. Deuxièmement, on est dans les comportements humains. Il y a le geste, il y a l'intention. Oui. Bon, je vais te donner... Et il y a une dimension dont on ne parle pas, puis qu'on va avoir l'occasion de s'en parler, parce que... Et c'est l'ambiguïté du comportement. Alors, les comportements ambigus, ça existe dans les relations proximales parce que la jeune femme en question avait été confiée, semble-t-il, à monsieur l'avocat ou à la famille de l'avocat. Oui. Alors là, est-ce qu'on est en train de parler de comportements ambigus? Un. Deuxièmement, les rapports hommes-femmes, on n'a pas fini d'en discuter sur les ondes, sur la place publique. Parce que là, c'est de ça dont il s'agit ici, là. Oui. Il s'agit de rapports homme-femme. Oui, vous allez me dire, mais la femme en question était mineure au moment des événements qu'elle reproche à un homme en position d'autorité. Oui, mais il s'agit quand même de rapports homme-femme, même si la femme peut être jeune, là. Et toute l'ambiguïté des gestes. Et je vais te donner un exemple très précis. Par exemple, vous êtes dans une cuisine qui est exiguë, qui est tout petite. À un moment donné, l'homme est en train de laver quelque chose dans l'évier. La jeune femme qui a une poitrine, l'adolescente qui a une poitrine plantureuse arrive derrière. Le type se retourne et évidemment, de l'épaule, lui accroche un sein. Oui. C'est bien évident. Elle a 6 pouces de poitrine au moins, 6 à 8 pouces. Ça accroche. Elle est plantureuse. Oui. Il y a des adolescentes qui en ont une bonne paire. Oui. OK? Et là, il lui accroche un sein. Bon. Est-ce un geste à connotation sexuelle? Non. C'est un geste accidentel. Accidentel. Voilà, oui. Par contre, l'inverse. L'adolescente est à l'évier. Elle et le type, l'homme adulte, arrive derrière et est très proche. Elle se retourne et lui frôle le thorax de son sein. Est-ce un geste accidentel? Alors là, naît l'ambiguïté. Oui. Parce que le type, il était proche. Puis il savait qu'il était proche. Oui. Tu me suis-tu? Très bien. Ça, c'est comme tous les frottages dans l'ascenseur. Dans les ascenseurs, il y a certains individus... dans les bars. Dans les bars. Ce genre d'exercice-là. Dans les bars, Pierre. Dans les bars, la technique du coude... Exactement, dans les bars, les ascenseurs. Tous les endroits qui sont un peu bondés. Oui, on en profite. Maintenant, oui, et dans les endroits exigus, intrafamiliaux, il y a beaucoup de ce genre de comportement ambigu. De proximité
promiscuité, oui. De proximité, qu'il va arriver des frottements, des effleurements, comprends-tu? Et cette espèce, généralement, lorsqu'il y a des comportements ambigus, ça se répète. C'est pas une fois par année. Alors, l'espèce d'un peu de collage. Et maintenant, il y a une nouvelle dimension qui ressort, c'est l'histoire des câlins. D'ailleurs, il y avait un article là-dessus sur les enfants à l'école. Il y a des écoles qui les câlins, là, parce que de plus en plus, les femmes, ça se donne des câlins à tour de bras. Alors, et elles se collent sur les hommes. Alors là, il y a une espèce de promiscuité qu'on n'avait pas il y a 40 ans, dont nous sommes témoins maintenant. Écoute, les femmes, quand ça se voit, même si elles saillissent, elles se donnent des bisous, des câlins, puis ça finit plus leur affaire. Bon, puis c'est frotte les michons, puis écoute, alors, les hommes là-dedans, on fait quoi? Tu comprends-tu? Alors là, il y a des hommes qui ont compris que ça, c'est une autre façon. Et quand ils sont intéressés par une adolescente, ils ont le câlin facile. Mais Pierre, tu vois l'ambiguïté, là. Très bien, très bien. Mais Pierre, je te partage ceci. Oui. Puis, au contraire, à l'écart de toute prétention, je le répète encore une fois, je n'ai rien de particulier, sauf être normal. Si je suis avec un enfant, qui est la chair d'une autre personne, qui est important pour une autre personne, si je suis avec un enfant, j'ai une responsabilité, mais ne viendra jamais en moi une lueur d'intérêt, d'attouchement corporel. Je ne l'ai pas. Elle ne naît pas en moi. Je ne l'ai pas là. Une question d'éthique, de fierté, de dignité, de responsabilité, puis en même temps de sens. Je suis incapable. Si j'ai un enfant avec moi, je serai préventif dans tout ce que toi tu viens de décrire qui pourrait s'appeler de l'ambiguïté. Il n'y en aura pas d'ambiguïté. Tu sais, c'est inévitable. Mais voyons! Alors la discussion qu'il y a à y avoir au Québec actuellement, oui. Ce n'est pas sur des maladresses ou sur des gestes accidentels. Non! C'est bien sur l'ambiguïté. Oui! Le rapport adulte, jeune fille principalement. Oui. Parce que les câlins des hommes avec des petits gars, écoute, il y a des hommes qui commencent à embrasser, un peu comme les Russes, là, font. Ouais. Mais c'est pas, je pense pas que ce soit un gros problème actuellement. Non. Un des problèmes qui se dessine, c'est le rapport des hommes adultes avec les adolescents. Oui. Et j'inclus les pères là-dedans. Parce qu'il y a des pères, et on a l'exemple à la télévision encore hier soir dans une télésérie qui s'annonce très populaire. Écoute, la mère prend son fils, elle a une maudite belle paire de seins, et puis elle prend son fils de 20 ans dans ses bras, puis elle le colle contre elle. Est-ce que c'est correct, ça, Yves? Là, moi, j'ai hâte qu'on discute des vraies affaires. L'histoire des câlins mère-fils, là, il y a 20 ans. Ouais. Et à la télévision, il n'y a pas de problème, c'est pas une vraie mère. Ouais. Comprends-tu? Non, très bien. Mais on donne l'exemple d'une femme qui a une maudite belle paire de seins, qui prend son grand garçon de 20 ans, monsieur, puis la grosse étreinte. Est-ce que je suis le seul à sentir des seins, à être capable de sentir des seins sur ma poitrine? Mais non. Est-ce que seulement moi qui sens ça? Non. C'est quoi l'impact pour un garçon de 20 ans de sentir la paire de boules de sa mère sur son thorax? Personnellement, moi, je te dirais que rien. Pardon? Il n'y a pas d'impact? L'impact, à savoir, un malaise, mais si ça est provoqué par une volonté, je serais très mal à l'aise. Parce qu'à 20 ans, je connaissais Martine, tu comprends? Qui était pas ma mère. C'est mal connaître la nature humaine. C'est que si ta mère, à 20 ans, plaque ses seins sur ton thorax, oui. Tu ne pourras pas sentir l'effet des boules de Martine sur ton thorax. Ben non, exact. Il y a un effet inhibant, il y a un effet bloquant. Oui, exact. Est-ce que les Québécoises vont comprendre ça? C'est vrai. Et est-ce qu'il va falloir tout leur expliquer de A à Z? C'est bol? Y a-t-il une femme qui est capable de comprendre l'effet de ses tétons sur le thorax d'un homme? Mm-hmm. Ah, toi, tu ris, moi, je suis pompé, là. Non, je comprends. C'est drôle pantoute. C'est vrai. On va falloir tout décortiquer les comportements humains comme si le Québec était une vaste garderie.
quel âge ça arrête les becs sur la bouche de son gars? Hey, la Québécoise, là, il y a des hommes adultes qui ont envie de frencher. Pouvez-vous laisser la bouche de votre fils tranquille? Oui. Mais c'est parce que... Et vice-versa. Mais Pierre... Les pères modernes s'embrassent la petite sur la bouche. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi la conséquence? La conséquence sera l'incapacité d'érotiser cette zone-là. Effectivement. Oui, t'as raison. Là, je te suis, là. Mais tu parles d'une minorité, là. J'ose croire que ça... Oh, ben oui, on parle d'une minorité, c'est 3-4 cas, matin, là. Non, peut-être pas. Oui, l'ambiguïté, la proximité inadéquate, ben oui, c'est 3-4 cas au Québec. Il n'y a personne, ben écoute, il n'y a pas grand monde qui fait ça. Les mères qui prennent le fils de 20 ans, monsieur, puis qui s'écrasent les boules sur le thorax de leur garçon, il y a 3-4 femmes qui ont fait ça à Noël au Québec. Puis au jour de l'an, voyons, ben oui, c'est une minorité. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est une majorité. Alors, j'arrive du bois et écoute, je suis plus sur la planète depuis tout ce temps. J'ose croire, c'est une déviance, une carence psychique. C'est clair, net et précis que les bécos à la bouche, le temps, me semble que tout ce qui est naturel dans un développement naturel, t'as même pas besoin d'en parler. Si c'est pas automatique, t'es carencé à quelque part, c'est ton fils, ta fille. Me semble que c'est évident. Émilie, moi, j'ai changé de comportement envers elle vis-à-vis certaines choses qui se faisaient à un moment à un autre. À un moment donné, la couche, t'as changes plus, là. Tu sais, je veux dire, il y a de l'évolution normale chez un enfant. J'adore ma fille, j'aime ma fille, mais jamais je pourrais avoir un aiguillage, un tantinet soit-il, d'envie charnelle envers elle. C'est ma fille. J'ai hâte que les psychologues se lancent dans des études de la réalité du comportement adulte-enfant au Québec. Et j'inclus les rapports mère-fils et les rapports père-fille. Dans tout ce qu'il y a de comportement ambigu ou prégénitaux, on ne sait pas trop comment les appeler, là, mais les becs à la bouche, les douches... Mais Pierre, comment se fait-il... la nuit ensemble... en petite cuillère, mais Pierre, comment se fait-il que la bisoune, qui est un si petit morceau après le corps humain, ait autant de conséquences sur l'ensemble de l'existence? J'en reviens pas. Ouais, ben écoute, la bisoune, comme tu l'as dit, a deux fonctions. C'est de perpétuer l'espèce. Elle est vraiment importante. Elle assure la pérennité de l'espèce humaine. La bisoune est importante. Mais on a survécu maintenant quelques centaines de milliers d'années parce que on a une bisoune. Oui, je comprends, mais de là à être... Je comprends. Il y a tout l'élément, le volet récréatif qui y est rattaché. Oui. Alors là, ça commence à faire beaucoup de choses. Perpétuation de l'espèce humaine et ensuite un volet récréatif non négligeable. Ça commence à être un gros morceau, même si cette partie-là occupe peu de place sur le corps humain. Mais ce que j'entends par là, c'est que à en finir, à brimer une vie, une liberté, une existence, parce que il y aura des conséquences dans le déséquilibre, justement, de l'utilisation, comme tu dis, que ce soit sous le facteur récréatif ou même reproductif, que mon instinct, que l'instinct d'un mâle, tu sais, je veux dire, quand on va à l'orignal et que tu cales la femelle, le boc arrive, je veux comprendre qu'on est bio, mais pour un être humain dit évoluer, faut que tu sois carencé psychologiquement pour que ta sexualité ait une incidence aussi importante dans ta vie. Non, pas nécessairement. Il y a beaucoup d'influences culturelles, d'influences de groupe. Il y a un autre facteur. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai parlé de tendance. Oui. Alors, depuis 40 ans, il y a une modification importante des rapports humains au Québec, du moins des rapports sociaux, surtout au niveau du rapprochement physique. Il y a vraiment là, et notre culture a changé là-dessus. Raconte. Il y a beaucoup plus de proximité, d'embrassage, principalement chez les femmes. Alors, on voyait pas ça, ce qu'on ne voyait pas. Et à telle enseigne qu'hier matin, au primaire, il y a eu un article, il y a une école qui a dit les câlins, ça va suffire entre les enfants.
Tu sais, ça se donne des câlins quand ils se voient le matin, puis des câlins quand ils se quittent l'après-midi. Puis, et là, si les petites filles font ça entre elles, les petits garçons, eux autres, est-ce que... Puis, tu comprends, ça devient... Oui. En tout cas, il y avait une réflexion, il y a une réflexion à faire là-dessus. Et pourquoi autant d'affection ouverte entre les enfants? Ça interpelle les adultes. Est-ce que c'est un signe de carence ou c'est un signe d'évolution? Ouais. Des rapports humains? Ouais. Ambiguïté ici. Ambiguïté ici. Ambiguïté ici. Si j'embrasse le petit de ma blonde à 5 ans, je lui donne un bec sur le coco par affection, par reconnaissance, par amour. Mais c'est rien issu d'un sentiment charnel, ça n'a rien de sexuel. Non, ben ça peut, va pas trop vite, ça peut. Puis maintenant, il y a un nouveau phénomène, et on le voit à la télévision, dans les téléséries même québécoises, c'est des accolades entre hommes. Alors, je suis vieux, je suis reculé par le tonnerre, mais je vois pas ça, là. Moi, personnellement, il y a des accolades, parfois, je te dirais, je sais pas, je te donne l'exemple où c'est plus fréquent, Pierre, notamment au niveau des assemblées des alcooliques, par exemple, anonymes, où une espèce un modus operandi est la grande accolade et la tape dans le dos. C'est une chose avec laquelle j'ai énormément de difficultés. Parce que j'en vois pas l'utilité. C'est une surdémonstration. Serre-moi la main, ou au pire, allez, salue-moi, encaisse d'un signe de tête. Je vais en avoir en masse. L'accolade, je le vis mal et de façon naturelle. Tu sais, Pierre, je te ferai jamais d'accolade de ma vie, moi. Il y a un autre phénomène. Dans la même foulée, Yves, c'est qu'il y a des femmes qui réclament les accolades. Et ça m'insulte. Ça m'énerve, moi aussi. Qui se présentent maintenant, qui exigent d'être embrassées. Inutile de te dire que je reste de glace. Je déteste ce manque de subtilité relationnelle. Oui. Il y a de plus en plus de femmes qui se présentent et qui exigent d'être embrassées. Ça peut même aller jusqu'à un signe de domination. C'est pas anodin, ce dont on parle, là. Ça, c'est des rapports humains, des rapports hommes-femmes, puis des rapports entre les femmes. Puis, écoute, ça va prendre toute une signification. Ce que tu es en train de dire, que ce croyant avec nos laptops, avec les Mac, avec tout ce qui est numérique aujourd'hui, la grande évolution, sous le plan humain, si on se recule un peu et on se met à avoir de véritables réflexions, on n'est pas très évolué à quelque part? Et je le sais pas, là. Est-ce que c'est un plus, un moins? On s'en va où? C'est utilisé comment? Alors, il est important de conserver un œil observateur. Oui. Sur notre comportement collectif. Oui. Et l'évolution de notre culture. J'affirme pas que c'est mauvais, ça dépend des cas. Mais ça peut être mal utilisé. Oui, aussi. Parce que je sais qu'il y a des femmes qui exigent d'être embrassées pour soumettre le mâle. Et ça, ce genre de jeu-là, ça me met le feu au derrière. C'est vraiment une insulte, ça, mesdames. Alors, quand vous exigez d'être embrassées, allez vous faire foutre. Pierre, tu touches un monde très vaste et qui comprend un paquet de... Je sais pas, je te dirais pas de résolution, mais de définition, puis c'est sphérique en même temps. T'es tournes, puis t'as quelque chose de nouveau. C'est à l'infini. Les réactions humaines, mais surtout ce que j'ai bien aimé ce matin avec toi, c'est l'ambiguïté. Oui, les rapports ambigus. Oui. Quelle est la motivation de l'autre derrière le comportement qu'il vient de faire? Est-ce que c'est un geste accidentel ou s'il était plus ou moins provoqué, plus ou moins désiré, plus ou moins racoleur? Ouf! Pas facile. Et là, sur la place publique, c'est pour ça que je tenais à échanger là-dessus avec toi ce matin. C'est que là, on a utilisé un autre vocable qui est la maladresse. Oui. Et là, les deux hommes qui se parlent de comportement maladroit. Mais de quel comportement? C'est quoi tu veux dire? De nous vendre une salade? En tout cas, l'histoire de la maladresse, là, d'ailleurs, on va suivre ça. Oui. Il va y avoir des développements. Il y a possiblement une poursuite au civil. J'ai hâte et on va avoir l'occasion de s'en reparler. Tout à fait. De quel comportement parlait-on?
Et là, après ça, on va pouvoir explorer ça davantage. Mais là, on est dans les limbes, là. Ouais. Si je te disais que il nous reste 20 minutes à notre émission et que tu me proposais également de faire un genre de petit buffer sur les valeurs de la charte québécoise, des valeurs. Oui. Écoute, j'ai un problème. J'ai un problème avec cette histoire-là parce que, Yves, la charte des valeurs québécoises, c'est-à-dire qu'au Québec, on aurait une charte de valeurs qui sont propres à nous. Quelles valeurs sont propres aux Québécois? Il n'y en a pas. Quelles valeurs? C'est comme s'il y avait une charte des valeurs ontariennes et une charte des valeurs du Nouveau-Brunswick. Ouais. Sur quelle voie qu'on est en train de... Écoute, la laïcité, c'est clair. Oui. Si on s'était contenté de faire un référendum sur la laïcité, est-ce que le Québec veut que l'espace public, et quand je dis espace public, j'embrasse large, il n'y ait aucune place pour les comportements mus par les croyances religieuses. Alors, lorsque vous êtes dans la santé, dans l'éducation, dans la fonction publique, vos maudites convictions religieuses, pouvez-vous les garder, s'il vous plaît, pour chez vous? Oui. Est-ce qu'on est capable de s'entendre là-dessus? La laïcité. Ça veut dire qu'il y a des lois, il y a des traditions dans la fonction publique, et c'est ça au Québec. Et la même chose en Ontario. L'espace public est laïque. Alors que tu sois contre l'avortement, pour des raisons religieuses, lorsque tu es un médecin au Québec, c'est bien une valeur, mais tu vas être en faveur de l'avortement, parce qu'il y a une loi au Canada. Oui. Ça va être comme ça au Québec, ça va être comme ça en Ontario, puis ça va être comme ça en Alberta. Alors, si tu viens vivre au Canada, ta fille et ta conjointe vont pouvoir se faire avorter petit clin. Et on s'en maudit de tes croyances religieuses. Alors, la voilée, la musulmane pratiquante qui s'en va travailler comme pharmacienne et qui se fait demander la pilule du lendemain, t'es mieux de la donner, la pilule du lendemain. Tu me suis-tu? Oui, très bien, très bien. Là-dessus, parce que tes maudites convictions religieuses, là, que t'es contre, toi, personnellement, à cause de tes convictions religieuses, t'es contre ça. On n'en a que ciré dans notre pays. Et je regrette que le débat ne se fasse pas comme ça. Laïcité. Les valeurs québécoises, de quoi me parle-t-on? Moi, je te dirais, Pierre, qu'à l'intérieur de l'histoire, la thématique des valeurs québécoises, la laïcité comme telle, elle s'est imposée de par l'évolution. Tu comprends? Ça a poussé avec les branches. Et c'est devenu l'inévitable. Les valeurs québécoises, c'est la sauce du PQ qui leur permet présentement de surfer à la tête des sondages et de peut-être de se proposer une élection avec une majorité. Je vois pas autre chose que ça. S'ils y vont pas, puis ils n'étirent pas cette sauce-là avec justement l'histoire des valeurs québécoises, ils ont moins de poids qu'ils en avaient. Il se passait rien au PQ depuis l'élection, à part le fait qu'on a une femme qui est première ministre. Tu comprends? Pour le reste, le PQ était vide. Or, ils ont trouvé une maudite belle bébelle qui est celle-là, mais je te dirais qu'on l'échappe dans son essence même. Laïcité, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'on accueille tout le monde et qu'on travaille avec le gros bon sens, sans entrave majeure. Parce ça, je suis d'accord. Mais les valeurs québécoises, c'est la potée du PQ, c'est rien d'autre que ça. Ah, parce que ce n'est pas spécifique. Non. Vois-tu, c'est souvent par l'absurde qu'on peut raisonner. Alors, pourrait-il y avoir une charte des valeurs ontariennes? Pourrait-il y avoir une charte des valeurs albertaines? Tu l'as dit, c'est l'absurde. Pourrait-il y avoir, ultérieurement, une charte des valeurs manitobaines? Alors, lorsqu'on raisonne un peu par l'absurde, on voit bien que ça n'a pas de bon sens. Ben non. Alors, la laïcité de l'espace public, il s'agit de... Mais là où ça achoppe, c'est que lorsqu'on parle d'espace public, on se rend jusqu'où? Par exemple, est-ce que la boucherie où je vais acheter ma viande a le droit d'accrocher au mur 2 crucifix? Ouais.
que la boucherie où j'ai acheté ma viande est un espace public? Non, c'est une boucherie familiale. Alors, la boucherie où je vais acheter ma viande, il y a deux petits crucifix dans la boucherie. C'est une boucherie familiale et ils ont tous les droits de dire, nous autres ici, on est catholiques. Ben oui. Ce n'est pas un espace public. Non. Maintenant, est-ce qu'une entreprise comme Métro, mais je pense que Métro a des actions en bourse, hein? Est-ce qu'une entreprise comme ça a le droit d'afficher un signe visible d'appartenance religieuse? La réponse, c'est non. C'est une entreprise publique. Alors, public, c'est pas seulement le gouvernement. C'est pas seulement les fonctionnaires. C'est les fonctionnaires, la santé, l'éducation, tout le domaine de l'éducation, et les entreprises cotées en bourse qui sont publiques. Ben oui. Tu comprends? Très bien. Une compagnie ne peut pas afficher ouvertement sa croyance religieuse. Elle est une compagnie publique avant. Écoute, elle a des actionnaires de toute allégeance. Alors, ça fait partie de l'espace public. Et il n'y a pas de débat là-dessus actuellement. On ne discute même pas de l'espace public. Bateau. Tu sais, on est sur le voile des cossins. Ça discute de cossins. Alors que si on parlait, par exemple, du respect des lois actuelles, du respect du droit à l'avortement pour les femmes, là, on commencerait à jaser. Oui. Alors, messieurs et mesdames qui venaient de pays tarés, au Canada, votre fille et votre conjointe peut se faire avorter n'importe quand. Est-ce bien clair? Oh! Et là, tu verrais échapper les moutouks. Ma fille, je ne ferai jamais avorter, puis ma fille n'aura jamais de relations sexuelles avant le mariage. Puis, hey, Ticlin, ta culture de ton pays, c'est du folklore. Oui, mais la charia le permet. Hey, Ticlin, la charia. Ta culture, ta charia, c'est du folklore pour moi. Si tu veux, tes lois islamiques restent dans un pays où c'est appliqué. Ça vous regarde, les copains, d'appliquer vos lois de crétins. Ça vous regarde, Yves. Dans certains pays, on n'ira pas vous déranger, mais pourriez-vous ne pas venir nous écœurer avec ça? Ça, c'est Est-ce le que j'ai gros... le droit de m'exprimer comme je le fais ce matin? Ben oui. Ça, c'est le... Est-ce que j'ai le droit de ne pas vouloir être écœuré par leur folklore infantilisant, méprisant et dénigrant? Est-ce que j'ai le droit? Le gros bon sens, Pierre, si je vais chez vous, là, pour le temps que je suis chez vous, d'abord, je vais comprendre que je suis pas chez nous et je vais m'adapter à ce que tu exiges. Sinon, j'irai pas chez vous. C'est pas bien compliqué. Ben oui. C'est tout simplement ça. Est-ce que ça existe au Canada, un chez nous? Est-ce que ça existe au Québec, un chez nous? Est-ce que nous avons un chez nous au Québec? Ou si c'est n'importe qui entre, amène ses guenilles, son folklore, ses cossins, ses fringues, sa culture, puis nous autres, on est obligés à ça. Toujours. Et là, ça me prend mon espace de prière, ça me prend ma place pour me laver les pieds. Hey, wow, Ticlin! Arrête en quelque part, là. Chez vous, tout ça, t'es bébelle, puis chez vous. Genre, on n'a pas de problème avec ça. Lave-toi les pieds 20 fois par jour chez toi. Ça me dérange-tu? Comme le maire Tremblay. Viens pas me faire suer, par exemple, dans une école à exiger des endroits pour aller te laver les pieds. Le maire Tremblay part en croisade pour sa prière, dans le cadre des valeurs également. Et puis, je reviens avec ça. C'est terrible. Ben oui, tu viens d'ouvrir un volet là, qui est vraiment embarrassant. Pourquoi il la fait pas chez lui, sa prière? Il l'impose, ce gars-là a des convictions personnelles qu'il impose dans l'espace public. C'est inacceptable. C'est un vrai mouktouk. Et là, il est rendu il est rendu en Cour suprême avec ça. Oui. Écoute, et au nom de quoi? Écoute bien le prétexte. Dans le journal, on lui prête le propos. Il cite, je le cite, on doit protéger notre identité. Quand on attaque notre religion, c'est notre liberté de la pratiquer et notre culture qu'on attaque. Mais quel fumiste, quel démagogue,
quel manipulateur que ce Jean Tremblay. Puis il m'inclut, il y a le culot de m'inclure là-dedans. On doit protéger notre identité. Quand on attaque notre religion, écoute, Tremblay, il y a un maudit paquet de personnes qui ne pratiquent plus la religion au Québec, qui ne veulent plus rien savoir de ça. Est-ce qu'ils ont le droit? Ils s'imposent. Ils l'imposent. Il nous fait imploser, cet individu. Il nous fait mal paraître. C'est bebelle qu'il ait ses croyances personnelles, on n'a pas de problème avec ça. Mais il est dans un espace public. Et j'ai hâte qu'on décrète, Yves, la laïcité dans l'espace public au Québec. C'est tout ce dont je m'attends de notre gouvernement. Exact. Et que ta liberté... Et par référendum, Yves. Oui, et que ta liberté n'enfreigne pas la mienne. Et ça prend pas un gros bon sens pour ça, là. Un gros sens de l'analyse non plus, là. Monsieur Tremblay ne voit pas ça. Écoute, c'est spécial un peu, là. Je suis dans un... Tu l'appelles Monsieur Tremblay, c'est de lui conférer un respect qu'il ne mérite pas. Ah, ben, j'ose me... Jean Tremblay est un manipulateur de très haut niveau, et je trouve ça déplorable. Oui. Oui, je suis à travers un groupe de personnes. C'est parce que ce pourquoi j'ai de la difficulté à traiter d'un sujet, c'est de voir que ce qui est évident, des fois je dis évident comme un cheval dans une salle de bain, personne ne peut manquer ça. Si t'es aveugle, tu vas le sentir. Tu peux pas les choses immanquables. Je suis à travers un groupe de personnes. Je vais pas arrêter ces gens-là à un moment donné dans leur activité commune. On est, je sais pas moi, un érablière. Pour leur dire, vous vous arrêtez pour le moment parce que j'ai besoin de quiétude, je dois faire une prière instantanée et illico. Je ne ferai pas ça parce que c'est un non-sens. Les gens qui prient très fort, dans un endroit où les gens se recueillent en silence, ils ont le droit de se faire dire, pardon, voudriez-vous respecter le modus operandi de la place? Personne ne parle ici, on ne fait pas de bruit. On demande un moment, le gros bon sens. Mais pourquoi on tergiverse, on perd du temps, on gaspille de l'encre sur des sujets aussi niais que ceux-là? Au nom de la vertu, c'est que Jean Tremblay se présente comme un type, il se présente et se croit comme un type supérieur suite à ses convictions religieuses. Et c'est le même phénomène chez les musulmans. Oui. Alors, les femmes musulmanes se pensent supérieures lorsqu'elles sont pratiquantes sur la place publique, dans l'espace public. Jean Tremblay a le même problème. Il se croit supérieur suite à ses croyances religieuses. Le narcissisme. Pur narcissisme, égocentrisme et surtout manipulation. Oui. Pierre, à chaque fois que tu interviens, j'ai un grand nombre de courriels et j'en ai eu un que je te partage tout de suite parce que lui, il te drive. J'en ai une autre aussi, une fan à toi, ma tante, un drôle de nom aussi. Elle a un blog sur toi. Il y a des gens qui écrivent sur toi, puis t'es même pas au courant, Pierre. Christy, que t'as de l'impact. Le gars, il s'appelle Gaétan. Et là, il te dit pathétique Mailloux. J'adore ses interventions, mais parfois, il faut le ramener à l'ordre. Comme c'est quelqu'un de brillant, fais-lui signe que la loi en France sur la séparation de l'Église et l'État ne remonte pas au début de la Révolution française de 1789, mais plutôt de 1905 sur l'initiative de Jules Ferry. J'ai dit, je vais y faire le message. Je crois, sauf erreur, que il y a eu séparation de l'Église et de l'État avec la Révolution française. Hey. Il y a eu une chute, là, il y a eu de ça au travail. Le monsieur, il veut pointer. Il y a eu différentes étapes, mais la différenciation, la séparation de l'Église avec l'État, je crois que c'est nettement avant 1900, là. Il y a eu une proclamation de laïcité, je crois, en 1789, mais c'était repris à quelques reprises, ou réaffirmé. Alors, écoute, je voudrais pas argumenter, il faudrait aller consulter un petit livre d'histoire, mais je crois que c'est plus vieux que ça en France. Et il y a la Turquie aussi qui a proclamé, il y a 2 pays au monde qui ont proclamé la laïcité de l'espace public. Il y a eu la France et la Turquie. Si surprenant que cela puisse paraître.
Pierre, nous avons dépassé largement notre temps requis. On doit se laisser là-dessus à 4 minutes de 9 heures. Merci infiniment et j'ose croire qu'on va récidiver encore nos entretiens, toujours avec le même intérêt et plaisir. Excellent. Bye. Salut bien, Pierre. Bonne journée à toi. Bye.